Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une séance qui va être consacrée à la vision des barbares selon Montaigne. Je commence cette vidéo en revenant sur des choses que l'on a déjà vues en cours. C'est l'occasion de faire un petit rappel sur cette rencontre avec les barbares. Le XVIe siècle, c'est l'époque des grandes découvertes. À partir du XVe, en fait, à la fin du XVe siècle, les Européens partent à la découverte de nouvelles terres. Alors, il y a 3 raisons à ça. La première raison, c'est la soif de découverte. En fait, l'Europe vient de retrouver et de redécouvrir un livre de Marco Polo, qui date du XIIIe siècle, et dans lequel Marco Polo raconte notamment sa vie en Chine. Et ce livre va donner envie aux Européens d'aller voir ailleurs, en fait. La deuxième raison, c'est une raison économique. On veut accroître nos zones d'échange, de commerce. On commerce déjà avec la Chine à l'époque, mais pour commercer avec la Chine, il faut passer par l'intérieur des terres d'Europe et donc être confronté à des intermédiaires, à des peuples qui vivent entre nous et l'Asie. Et ces peuples-là, évidemment, réclament leur part du butin. Donc, ils nous coûtent cher et on se dit que si on pouvait partir à l'ouest, c'est-à-dire partir de l'ouest de l'Europe par l'Atlantique et arriver en Chine, puisqu'on considère alors qu'il n'y a rien entre nous et l'Asie, eh bien, on gagnerait du temps et on gagnerait de l'argent. La troisième raison, c'est une raison religieuse. À l'époque, il y a des conflits entre les peuples musulmans et les peuples chrétiens, et les peuples chrétiens vont donc partir à la découverte d'autres terres en se disant que peut-être ils vont tomber sur d'autres peuples chrétiens, et que donc l'alliance chrétienne sera plus forte. Et puis on se dit aussi que si on tombe sur des gens qui ne sont pas chrétiens, ben ma foi, c'est pas grave, on les maîtrise, on les met en tutelle, on les convertit et on accroît de toute façon l'étendue du christianisme. Les progrès techniques vont aider ces découvertes. Je cite 3 progrès en particulier qui vont être importants. La caravelle, qui est un bateau plus maniable et qui va donc permettre de se lancer dans des expéditions plus importantes. L'astrolabe, qui est un instrument marin qui calcule la latitude et donc va permettre de se repérer en mer. Et puis les portulans, qui sont des cartes des différents ports que l'on connaît sur le monde et donc qui vont aider les marins. En 1492, vous le savez, Christophe Colomb découvre l'Amérique. Alors en fait, il découvre rien, et surtout pas l'Amérique, puisqu'il arrive en fait aux Antilles. Lui, il pense être en Asie, il est parti de l'ouest de l'Europe. Et aux Antilles, 3 peuples vivent alors, pas aux Antilles, mais sur le continent américain. 3 peuples qu'on appelle les Amérindiens. Et en fait, dans ces Amérindiens, il y a 3 peuples distincts, les Aztèques, les Mayas, les Incas. À la suite de Christophe Colomb, il va y avoir de nombreux conquérants qui vont se lancer à l'assaut de ces nouvelles terres, notamment les conquérants espagnols, qu'on va appeler les conquistadors. Et les empires amérindiens vont rapidement être maîtrisés, mais surtout rapidement être détruits, et j'y reviens à la fin de cette vidéo. Donc, ce que l'on retient de tout ceci, c'est que la rencontre des nouveaux peuples qu'on ne connaissait pas, on ignorait leur existence, va bouleverser les pensées et les certitudes en Europe. Et avec un phénomène un peu paradoxal, la connaissance du monde va s'accroître, puisqu'on connaît de plus en plus de choses, mais en même temps, le sentiment de ne rien savoir, de tout avoir à découvrir, va s'accroître. Puisqu'on découvre un peuple qu'on ignorait, on se rend compte en même temps qu'on ne connaissait rien et que tout est... Je m'intéresse maintenant à ce que sont les barbares en question. Qu'est-ce que c'est un barbare ? Alors, un barbare, étymologiquement, c'est un étranger à la civilisation. Montaigne, dans ses essais, dit que les Grecs appelaient toutes les autres civilisations, tous les étrangers, des barbares. Et de fait. Sauf que étranger à la civilisation, ça ne veut pas dire étranger à ma civilisation. Ça veut dire quelqu'un qui serait, et c'est le deuxième point que j'ai indiqué, un homme non civilisé, un inculte. Je vous ai expliqué que le mot barbare venait d'une onomatopée. Ces gens-là parlent, on comprend rien, donc on suppose qu'ils font breu-breu. Et comme ils font breu-breu, ce sont des barbares. Et par extension, aujourd'hui encore, quand on parle d'un barbare, c'est un homme un peu primitif, mal dégrossi. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de voir comment Montaigne se positionne face aux barbares. Alors, première chose, Montaigne ne va pas aux Amériques. Il n'y met pas les pieds tout au long de sa vie.
mais le sujet l'intéresse. Alors il va y réfléchir et il va pour ça s'informer auprès de ceux qui ont séjourné sur place. Il va lire ce qu'ils ont écrit, il va les rencontrer quand c'est possible. Il va rencontrer aussi des Amérindiens venus en France à la rencontre du roi. C'est la fin du chapitre Les Cannibales. Et puis, pour y réfléchir, il va mettre en regard cette civilisation avec deux autres, qui sont la civilisation européenne et la civilisation antique. L'idée étant de voir un petit peu comment ça se passe dans chacune des civilisations, comment chacun vit, est-ce qu'on peut voir des choses en commun et quelles sont les différences. On va se poser la question maintenant de ce que dit Montaigne de ces barbares après ces diverses recherches. J'ai relevé dans Les Cannibales plusieurs phrases qu'on va regarder ensemble. Alors vous ne vous étonnez pas si les phrases ne sont pas au mot près celles qui sont dans votre livre, tout simplement parce que l'édition sur laquelle nous travaillons est au lycée, que le lycée est fermé et que j'ai pas pu la récupérer. J'ai donc travaillé sur une autre édition des essais. Et comme c'est une langue modernisée que celle que vous avez sous les yeux et que mon édition n'est pas en langue modernisée, je me livre à une traduction qui est peut-être un petit peu, à une modernisation qui est peut-être un petit peu erronée ou différente de celle que vous avez. Alors allons-y. La principale remarque que va faire Montaigne, c'est qu'il n'y a rien de barbare en cette nation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Montaigne invite à réfléchir sans ethnocentrisme. On a vu le terme ethnocentrisme déjà. C'est le fait de réfléchir à partir de sa propre culture en considérant que celle-ci est supérieure à celle des autres. À partir de maintenant, je vais voir comment il procède grâce aux phrases suivantes. Ce que je vous invite à faire, comme d'habitude, c'est évidemment d'avoir votre cahier, votre crayon, de prendre des notes, mais surtout d'arrêter la vidéo, d'essayer de réfléchir pour chacune des phrases à quelle est sa portée. Et puis, une fois que vous aurez fini, eh bien, vous relancez la vidéo pour venir entendre. L'idée n'étant pas de vous donner des réponses, ça c'est pas très compliqué, mais l'idée étant que vous continuiez à travailler, à vous entraîner pour savoir analyser des textes. Donc on se lance dans l'analyse. Ils sont sauvages, écrit Montaigne, comme les fruits que la nature a produits. Ce que l'on voit ici, c'est que il se dessine dans les essais l'idée d'un peuple enfant. Montaigne a beaucoup de tendresse pour les Indiens d'Amérique, dans la mesure où ceux-ci lui semblent plus proches de la nature que nous ne le sommes. Et c'est évidemment un compliment, un éloge dans sa bouche. Il fait l'éloge de ce peuple. Et à partir de lui, et puis à partir d'autres auteurs de l'époque, c'est ainsi que va naître le mythe du bon sauvage, c'est-à-dire cet homme qui vit proche de la nature, avec des valeurs, des façons de faire qui ont du sens. Bon, alors tout ça, c'est très positif. C'est très positif et en même temps, ça ne l'est pas tant que ça. Parce que si on réfléchit bien à tout cela, cela signifie quand même que si nous avons un peuple enfant, si nous avons des hommes qui sont proches de la nature, qui n'ont pas été pervertis par l'art, par la culture, ça veut dire aussi que nous sommes en avance sur eux. Et cette idée-là, elle est moins jolie, vous en conviendrez, puisque au lieu de considérer que chaque civilisation s'est développée selon un chemin différent, on considère qu'il y en a une qui s'est développée et l'autre qui va se développer, qui n'est pas encore développée. Donc Montaigne ne fait pas preuve de mauvaise foi, simplement c'est un homme du XVIe siècle qui, pour son temps, est très en avance sur les mœurs. Il considère que ces hommes que nous venons de rencontrer sont des hommes qui méritent notre respect, notre attention. Et en même temps, c'est un homme du XVIe siècle qui peut pas penser en dehors de ses propres, qui a du mal à penser en dehors de sa civilisation. C'est assez naturel, hein, c'est la vidéo que vous avez vue hier. C'est assez naturel que de partir de sa civilisation et de considérer qu'elle est arrivée à un point d'aboutissement. Or, il n'y a pas de point d'aboutissement, évidemment, il n'y a que des chemins différents. La phrase suivante, fort voisine de leur naïveté originelle. Donc, ces civilisations seraient naïves à entendre dans le sens de pas touchées par la corruption. Et le mot originel est ici intéressant, parce que au XVIe siècle, vous le savez, la France est extrêmement croyante, et le mot originel, il existe en religion, puisqu'on parle du péché originel, la chute originelle.
La chute originelle, dans la religion catholique chrétienne, c'est le moment où l'homme va être puni, il a péché, il est donc puni et chassé du paradis, l'Éden. Alors je vois que j'ai fait une erreur d'orthographe, hein. L'Éden, c'est L'Eden. Donc l'homme est chassé de l'Éden, et si les peuples sont proches d'une naïveté originelle, ça veut dire qu'ils sont plus proches de l'homme avant la punition, donc moins corrompus, moins pécheurs que les Européens, et donc sans doute aussi dans l'esprit de Montaigne plus proche de Dieu. Donc là, vous voyez bien qu'on est dans un éloge. Montaigne va aussi s'intéresser à une contrée de pays très plaisante, donc s'intéresser au lieu où ils vivent, au climat, à la géographie, etc., et pour en dire le plus grand bien. Donc l'éloge du peuple indien passe aussi par l'éloge des lieux. La phrase suivante, le premier qui y mena un cheval leur fit tant d'honneur qu'ils le tuèrent à coups de trait. Alors je resitue le contexte, hein. Montaigne explique que ces hommes, ces Amérindiens, n'ont pas envie d'être civilisés, en quelque sorte, et qu'ils sont très heureux dans la vie qu'ils mènent. Et donc il dit, le premier qui leur a apporté un cheval pour leur faciliter la vie, hein, pour que ça aille plus vite quand on se déplace, eh ben, ils l'ont tué parce qu'ils n'en veulent pas, parce que ce qu'ils veulent, c'est continuer à vivre selon leur culture. Ce que vous pouvez retenir de cette phrase, c'est que quand Montaigne dit ça, il dit aussi que ces hommes-là sont des combattants. Et donc, il salue deux choses. Il salue leur courage, hein, ils peuvent tuer pour défendre quelque chose, et il salue leur volonté de maintenir la culture, l'organisation sociale qui est la leur. Et ce faisant, ils montrent que finalement, les Indiens d'Amérique sont comme les Européens, c'est-à-dire des combattants prêts à se battre pour maintenir leur culture. Les deux phrases suivantes, les femmes couchent à part, les hommes y ont plusieurs femmes, ce sont évidemment des références à la polygamie. Et ici, on voit que le récit de Montaigne insiste aussi sur les différences, il fait aussi preuve d'exotisme, parce qu'il sait bien sûr que son lecteur est avide de cet exotisme. On ne connaît ce peuple que parce que l'on en lit, et les gens ont très envie de savoir. Donc il s'inscrit dans ce mouvement. Le point suivant, j'ai relevé « Ils croient les âmes immortelles, ils ont je ne sais quel prêtre et prophète ». Ce que fait ici Montaigne, c'est de souligner là encore un rapprochement avec les Européens. Il y a chez les Indiens d'Amérique une religion, comme en Europe. Pas la même, mais la même volonté de trouver un sens un peu différent à l'existence. Ils ont je ne sais quel prêtre et prophète, ça signifie que cette religion, elle est organisée, c'est une institution, exactement comme en Europe. Donc Montaigne montre que les Indiens d'Amérique ont des points communs avec nous. Le point suivant, lui étant le roi, on lui dressait des sentiers au travers des haies de leur bois. Le passage se situe tout à fait à la fin des Cannibales, c'est un passage sur lequel on va travailler ensuite en lecture linéaire. Il s'agit du passage où Montaigne rencontre un des chefs de guerre amérindiens qui lui explique un petit peu, avec un traducteur, on verra ça, comment fonctionne la société. Et Montaigne lui demande en particulier, mais alors, qu'est-ce que ça te donne comme droit que d'être roi? Et le roi lui explique que quand il va se promener, on lui facilite la tâche en coupant les branchages sur son chemin. Donc, là encore, c'est exactement comme en Europe. C'est-à-dire qu'il y a une organisation sociale qui fait que le roi a un statut un peu particulier parmi les autres hommes. Donc, comme en Europe, le roi est un personnage un peu plus que les autres, même si ça se traduit différemment, évidemment, qu'en Europe. Et la dernière chose que j'ai notée, il ne porte point de haut de choses. Évidemment, là, ça fait référence, on en a déjà parlé longtemps, à la nudité des Amérindiens. Et Montaigne, ici, en terminant les Cannibales sur cette sentence, hein, il dit, finalement, leur société, elle fonctionne bien, mais ils portent pas de haut de choses. Ça veut dire quoi? Ils portent pas de pantalon, ils sont tout nus. Et il nous invite par là, avec comique, puisque c'est de l'ironie, à ne pas nous arrêter aux différences apparentes. Donc oui, bien sûr, ces hommes sont nus, mais ils nous ressemblent aussi en de nombreux points. J'en ai fini avec cette courte séance. Je vous invite simplement à aller voir la vidéo dont j'ai mis le lien dessous,
C'est une vidéo que j'ai trouvée sur Internet, et qui a l'intérêt de retracer ce que vont devenir les Amérindiens à partir du moment où où les Européens mettent le pied aux Amériques, c'est-à-dire concrètement au massacre de ces civilisations. Massacre en partie des hommes, mais massacre surtout des cultures. On en a fini pour aujourd'hui. C'était donc une courte séance. C'était pour que vous preniez plein d'énergie avant demain, puisque demain, vous savez que vous n'aurez pas de séance sur le blog. Demain, vous allez directement à 9 heures sur Pronote et où vous trouverez un contrôle de grammaire. Le contrôle sera à faire en temps limité, donc il sera dans le cahier de texte. Quand vous allez cliquer dessus, vous allez déclencher un, un minuteur et ce minuteur doit s'arrêter au bout d'une heure et vous devez me rendre la copie au bout d'une heure. Si tant est que le minuteur ne marchait pas, vous êtes le premier à tenter l'expérience puisque mes autres classes passeront dans les jours suivants. Si jamais ça ne marchait pas, eh ben c'est pas très grave. On considère que tout le monde m'a renvoyé sur l'espace élève son travail avant 10 heures. Bonne journée.